Yes! C'est encore moi, El Diego Almano Marahona, man! Bienvenue, nouvel épisode de Enrichissez votre futur dans les studios Parler. Donc, le podcast va parler de finances, immobilier et des meilleures stratégies, comment faire pour s'enrichir financièrement. Let's go! Bienvenue encore aujourd'hui. Nouvel épisode, Enrichissez votre futur. Présentement, on a une vedette avec nous, Monsieur Eliakim Volsi. Bonjour Maradona. Comment tu te sens aujourd'hui? Ben écoute, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi là, dans ton interview et tout. C'est bon. Je sais que tu es habitué avec la chaleur en Haïti, puis là, présentement, il fait froid. Tempête de neige, il annonce encore une nouvelle tempête de neige et tout. Ben écoute, on est au Canada, hein, on n'a pas le choix. Hein. Dès que tu es dans le nord, tu sais, écoute, c'est le froid. Oui, effectivement. Oui. Donc, toi, tu es né en Haïti, tu es venu ici à quel âge? Comment tu trouves tout ça? Moi, je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti. J'ai passé 4 ans en Dominicaine aussi. Là. Ah oui? Ben oui, j'ai fait Ok, mes études ça veut dire, là-bas. hablamos en espagnol. El Pero poquito claro. amigo, man! Pero claro, je parle espagnol. Et j'ai grandi en Haïti, puis je suis venu ici à l'âge de 25 ans. Ok. À l'âge de 25 ans, et puis me voici ici. Ok. Fait que quand tu compares le fait que tu as été dans 3 pays différents, tu as fait 4 ans en République dominicaine, tu as fait une vingtaine d'années en Haïti, Montréal, qu'est-ce que tu peux dire des 3 pays? Oh, écoute, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est 3 pays totalement différents là, en termes sociaux, économiques. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vois même pas où commencer. On va dire plus, comme tu sais, dernièrement, on regardait, je suis souvent sur les réseaux sociaux et tout, puis ils parlaient des Dominicains qui tuaient, qui maltraitaient les Haïtiens là-bas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, c'est un sujet tellement politisé, c'est vraiment politique tout ça. C'est triste pour nous, mais je sais qu'un jour Haïti va se relever et qu'on va le... Moi, qu'est-ce qui vient me chercher par rapport à ça, c'est le fait que pendant un certain temps, je voulais même pas aller en République et tout, je voulais rien savoir de la République. Je pense que la première fois que j'ai été, c'était en 2008. Ouais, exactement, 2008. Je devais aller dans un resort et tout, puis au début, je voulais rien savoir. Malheureusement, en Haïti, il n'y en avait pas vraiment. Là, je me suis dit, OK, je vais aller là-bas. J'ai été, ils nous ont bien traités et tout. Puis, comme par hasard, je ne savais pas, il y avait beaucoup d'Haïtiens là-bas. Il y en a Tu beaucoup. comprends ce que je veux dire? Puis, qu'est-ce qui me tue le plus, c'est que ceux qui travaillaient dans le resort, il y avait 2-3 Haïtiens. Les gars parlaient français, anglais, espagnol, puis beaucoup d'entre eux parlaient un peu allemand. Allemand, italien. Exactement, italien et tout, un petit peu le Dutch. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont là-bas. Puis, qu'est-ce qui me tue le plus dans tout ça, c'est que quand tu vas dans on va dire, tu vas à l'aéroport, puis tu regardes les destinations dans le sud, chaque jour, il y a à peu près, on va dire, entre 5 à 10 voyages à peu près, là. Soit à Cuba, en République, Jamaïque. En Haïti, je pense, il y a quoi? Peut-être 2, un mercredi, un samedi. Puis là, je me dis, damn, si on mettait notre tête ensemble, on faisait en sorte pour que le pays se développe, ça serait fou, là. Mais oui. Ça serait malade, là. En tout cas, ça, c'est notre débat. On n'est pas venu pour ça, on est venu pour parler d'immobilier. Comment structurer nos clients, la jeune population qui est présentement à Montréal, pour qu'ils puissent acheter soit leur première propriété, deuxième, troisième, puis bâtir un parc immobilier. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est ça. Je regardais tes vidéos sur Facebook. Okay. Pour moi, je trouve que c'est vraiment génial. Je regardais tes débuts avec ton téléphone, que l'éclairage n'était pas si wow que non, ça. Il y avait l'éclairage. Il n'y en avait pas. Mais non, il y avait. Non, il y avait, c'est sérieux. C'est moi j'ai 3 éclairages. C'est vraiment que je ne savais rien dans le caméraman et ça s'est sorti comme ça. Mais moi, je voulais, écoute, j'ai travaillé là-dessus, je vais le publier pareil. Là. Je voulais voir comment, parce que je savais qu'à l'avenir, j'allais bien les faire coûte que coûte. Donc, je dis, je vais quand même publier le premier, parce que qu'est-ce que je veux faire, en fait, c'est que je veux donner les informations. Je veux que lorsque les gens vont sur ma page,
qu'ils apprennent, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, l'hypothèque. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc, je me suis dit, écoute, je vais débuter ainsi. Et puis, une fois que je serai capable de les bien faire, et là, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aide à les faire. Et puis, je commence à donc, si je comprends bien, c'est que ton idée à toi, c'est d'éduquer la population. Exactement. De faire en sorte pour que quand quelqu'un va s'acheter une première propriété, monsieur, madame, tout le monde, puisse savoir c'est quoi exactement. Première des choses, c'est quoi le crédit? C'est quoi la mise de fonds? Quels sont les différents types d'assurance? Parce que dernièrement, j'ai vu que c'est rare qu'un courtier fait ça. Tu as parlé des types d'assurance. Il y avait 3 types d'assurance. Exactement. Yeah, oui. On va revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'aime avec tes vidéos? C'est des vidéos éducatives. Puis, ça fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde, comme la cliente que tu m'as référée, tu vois comme c'est une conseillère en sécurité financière, mais elle ne s'y connaît pas dans l'immobilier. Ça fait en sorte que le fait qu'elle a remarqué ta vidéo, elle dit « Oh, OK, wow, OK, je pense que c'est venu me chercher, ça va m'aider dans mes démarches. Tu vois, je veux dire? C'est vraiment ça que j'ai pu constater. Puis, je te dis félicitations. Continue à faire tes vidéos comme ça. Même moi, je regarde ça et je dis « Oh, wow, c'est vraiment intéressant. » Puis, ça aide, ça éduque les clients par rapport à l'immobilier parce que l'immobilier, comme, oui, t'entends de quoi et tout, mais c'est pas sûr, c'est pas certain. Donc, qu'est-ce que tu dis? Ça aide beaucoup de personnes. Mais oui, parce qu'il y a tellement de choses à savoir que si les clients sont au courant de ça, ça va être plus facile, non seulement pour les clients, mais même pour toi aussi comme courtier. Parce que des fois, le client t'appelle, te pose des questions, comme ça, tu es capable de le guider. Et puis, comme ça, il sera capable de prendre une meilleure décision pour lui. Parce que nous, comme courtier, on est plus là pour les guider. Après, de la meilleure décision qui est pour la personne. La meilleure décision pour cette personne-là n'est pas forcément la meilleure décision pour l'autre personne. Mais là, autant que tu es capable de donner les bonnes informations à la personne, comme ça, tu as une plus garantie que la personne va prendre une bonne décision. Et même lui, il sera content aussi à l'avenir. Parce qu'après 3, 4, 5 ans, lorsqu'il comprendra beaucoup mieux, il dira que lui, il m'avait bien guidé. M'avait bien guidé en fonction de mes besoins, parce que les besoins pour lui n'est pas forcément les mêmes besoins pour l'autre personne. Non, c'est bon. Donc, qui est Eliakim Volsi? Dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu faisais auparavant, puis pourquoi tu as choisi le domaine que tu es présentement? Qui est Eliakim? Bon, moi, je suis Eliakim, je suis courtier hypothécaire. Okay? Avant de commencer comme courtier hypothécaire, je travaillais dans les télécommunications. J'étais dans la vente, pour les télécommunications. Et puis, pourquoi j'ai choisi le courtage hypothécaire? Donc, c'est une histoire un peu compliquée. Comment ça a débuté? En fait, je cherchais une nouvelle carrière. Je cherchais une nouvelle carrière, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, une fois, j'étais allé dans un rendez-vous avec ma femme. On a été allé rencontrer une conseillère à la banque. À la banque pour une hypothèque. Et puis, par la suite, après la rencontre, ma femme m'a dit, pourquoi tu ne deviens pas courtier hypothécaire? Parce qu'on écoutait des affaires d'immobilier, on entendait le mot, on ne comprenait même pas trop. Là. On était même allé rencontrer un courtier hypothécaire qui maintenant est mon collègue. Là, j'avais même pas l'intention de devenir courtier. Fait que c'est ta femme qui t'a dit, oh, oui. C'est quoi, comme, je te vois vraiment dans ce domaine-là. Oui, elle m'a dit, pourquoi tu ne deviens pas courtier? Je me dis, ouais, je fais quelques recherches. Comme ça, fait quelque chose sur Google, il y avait plein d'affaires là. Et puis j'ai appelé l'école où j'ai suivi mon cours. Je les ai appelés, j'ai dit, j'aimerais vous poser quelques questions là-dessus. Ils m'ont dit, viens pour une rencontre. Là, je suis allé, puis je me suis inscrit. Et puis c'est là que j'ai commencé à apprendre le courtier, qu'est-ce que c'est exactement. Et je voyais que ça rentrait dans ma personnalité. Parce que là, le type de personne que je suis, je voyais que ça allait avec moi. Non seulement la vente, j'avais l'expérience de la vente dans le passé. Les finances, j'adore les finances parce que j'ai un baccalauréat en administration. L'immobilier, j'adore. Le service à la clientèle, j'ai déjà travaillé. Je savais que les gens, souvent, ils aimaient la façon que je les explique les choses. Donc, tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, parfait, je vais y rester. Nice. C'est bon. Oui. Je sais que on discutait par rapport aux nouveaux arrivants. Lorsqu'ils arrivent à Montréal et tout, après un certain temps, on a pu constater que lorsqu'on parle d'immobilier, ils veulent investir tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Puis la raison pour laquelle ils veulent investir dans l'immobilier, c'est que dans leur pays, tout le monde était... Je ne peux pas dire tout le monde. Lorsqu'on va dire tu travailles fort, tu veux être propriétaire. Tandis que les Haïtiens qui sont nés ici, mais ils ont tout cuit dans le bec, on va dire. Puis
Puis ils disent, regarde, c'est pas quelque chose qui est important pour nous. Tandis que les nouveaux arrivants, eux autres, c'est focus. Ils veulent vraiment avoir la propriété. Tu comprends ce que je veux dire? Là, par la suite, après 4-5 ans, lorsque je les rencontre, je constate qu'ils ont déjà la mise de fonds. Ils ont à peu près entre 40 à 50 000. Tandis qu'un jeune qui est né ici, tu leur parles et tout, puis ils ne voient pas tout ça, puis ils ne veulent pas vraiment investir. Tu comprends? C'est quoi qui fait en sorte qu'un nouveau arrivant est plus focusé sur l'achat de la première propriété? Ils économisent énormément comme ça. Mais l'une des choses qui aide les nouveaux arrivants à beaucoup économiser, c'est qu'ils sont motivés. Lorsque tu viens de notre pays, surtout un pays qui n'est pas développé, un pays du tiers-monde, tu te rends compte à quel point tu es chanceux d'être ici au Canada. Souvent, lorsqu'on est né ici, on grandit ici, on ne se rend pas compte de ça. Parce que pour nous, on vient ici, pour nous, c'est normal. C'est normal, l'éducation, la santé, c'est normal. Tout est gratuit. Mais je ne peux pas dire que tout est gratuit, mais il y a une gratuité il y a un minimum. comparativement. Il y a un effort. Exactement. Comparativement à Haïti, lorsque j'ai grandi, si tes parents ne faisaient pas partie de la bourgeoisie, mais tu n'allais pas dans les bonnes écoles. Tu comprends? Puis, si tu voulais avoir un emploi stable et tout, tu devais aller dans les grosses écoles. Tu sais, quand on parle de grosses écoles, on parle de Saint-Louis Gonzague, on parle de des écoles pardon? Canado. Exactement, Collège Notre-Dame et tout. Hein? Canado. J'étais au Canado. Exactement. Moi, c'est plus Saint-Louis Gonzague que mon père nous forçait à aller et tout. Ouais. C'est l'école que tu devais aller en Haïti. Puis il y avait Canado, effectivement, je m'en souviens. Puis maintenant, j'entends plus comme, tu sais, ils font plus, ils mergent les écoles anglophones, plus, je pense que probablement, c'est plus les Américains comme qui ont implanté certains, comment je peux dire ça? Certains programmes, je peux dire, côté anglophone, là, qui fait en sorte que beaucoup de personnes partent aux États-Unis comparativement au Canada. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que tu dis lorsque tu dis école. Je sais qu'il y a les écoles américaines. Exactement. Oui, les écoles américaines sont plus destinées aux... Quand j'étais en Haïti, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a pas mal à Port-au-Prince. Maintenant, il y en a beaucoup plus. OK. Comparativement à avant, là, que j'ai constaté. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bon pour... Non, les écoles américaines sont un peu, je peux dire, distinctes des autres écoles. C'est comme deux affaires totalement différentes, là. Quelqu'un qui va dans une école américaine, c'est comme quelqu'un qui est dans une école aux États-Unis. C'est vraiment pas la même chose. Par exemple, si tu prends quelqu'un qui a eu une éducation dans une école américaine, c'est pas la même chose avec moi qui a été dans une école haïtienne. On n'a pas suivi le même programme. Souvent, ils vont suivre le même programme qu'aux États-Unis. Moi, je suis le programme du ministère de l'Éducation en Haïti. C'est vraiment des choses différentes. C'est vraiment différent. OK. Pas de problème. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté? Tu donnes beaucoup de conseils par rapport au crédit. OK? Quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a un mauvais crédit? Quand je dis un mauvais crédit, quelqu'un qui ne paye pas bien son téléphone, quelqu'un qui a des retards. Puis là, il veut acheter une propriété. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? En premier lieu, si tu payes en retard, écoute, c'est ta faute, là. Mais ouais, c'est vrai, paye à l'heure, c'est tout, c'est simple, paye à l'heure. Paye à l'heure maintenant. On va trouver des gens qui veulent payer à l'heure, mais des fois, ils ont un petit oubli. Mais qu'est-ce qu'il faut faire souvent, c'est il faut mettre des paiements préautorisés. Par exemple, on va dire ton téléphone, l'Internet, tu mets les paiements automatiques sur ta carte de crédit, comme ça tu te rassures que tu n'oublies jamais les paiements. Okay? Maintenant, admettons que souvent, ce qu'on va trouver dans les gens qui ont un mauvais bureau de crédit, ce sont les gens qui ont la volonté d'avoir un bon bureau de crédit. Je ne parle pas des gens qui payent en retard. Tu payes en retard, écoute. Attends, on commence ça. Je pense que c'est très important. Donc, tu dis que quelqu'un qui a un mauvais crédit, OK, c'est quoi qu'il doit faire? C'est quoi qu'il doit faire? En fait, je vais arriver. Je vais tout d'abord commencer avec quelqu'un qui a la volonté, qui veut l'avoir. Parce que quelqu'un qui paye en retard, on ne peut pas faire grand-chose pour toi parce que c'est toi qui dois payer à l'heure. Personne ne va venir, va te dire, écoute, aujourd'hui c'est le 20, c'est la date limite pour payer. C'est toi qui dois te rappeler de ça. Maintenant, il y a des gens qui ont un mauvais bureau de crédit, mais qu'eux, ils veulent avoir un bon bureau de crédit. Ils payent à l'heure, ils font tout pour avoir un bon bureau de crédit, mais ils continuent à avoir un mauvais bureau de crédit. Ça, c'est la majorité des gens qui ont un mauvais bureau de crédit. Moi, je voulais vraiment aider ces gens-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les aident.
ils vont aller à la banque, crois-moi. Là. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de clients, aucune banque les a déjà aidés. Non, effectivement, parce que la banque, qu'est-ce qui arrive, c'est que les bons conseillers s'occupent seulement des clients qui sont fortunés. Mais il n'y a pas que ça. J'ai lu un livre de Sylvain Paquette là, sur le crédit. Là, il expliquait que dans les banques, on ne conseille pas trop aux conseillers d'expliquer trop de choses sur le crédit aux clients. Bon, attends, parenthèse. Ça, c'est une autre question que j'avais pour toi. Qu'est-ce que les banques ne nous disent pas? Ça, c'est après. Okay. On va revenir là-dessus. Okay. Mais là, on va continuer par rapport à ça. Pour continuer à ce que je disais, parce que je ne vais pas me perdre, pour les gens qui veulent avoir un bon bureau de crédit et qui ont un mauvais bureau de crédit, qu'est-ce qui peut causer ça? Moi, dès que quelqu'un m'appelle, me dit « Ah, j'ai un mauvais bureau de crédit, je fais tout, je suis tous les conseils, je paie à l'heure. » Parce que c'est quoi il faut avoir pour avoir un bon bureau de crédit? Les 5 grands points. That's it. Il n'y a pas de secret. Il y a 5 grands points. Premier grand point, payer à l'heure. Payer à l'heure. Deuxième grand point, ne pas dépasser 30% de la limite de crédit. Quand tu dis 30%, c'est quoi? Admettons que tu as une carte de crédit, la limite est de $1,000. Tu ne dois pas dépasser 30% de 1000. 30% de 1000, c'est $300. Tu ne dois jamais dépasser $300 de dépenses sur cette carte-là. OK. Parenthèse. Mais si, admettons, on va dire que j'ai ma carte de crédit, la limite est de 2000. Okay? De $2,000. OK? Puis là, j'achète de quoi? On va dire que ma mère me dit, oh, est-ce que tu veux payer, je ne sais pas moi, un meuble qui coûte $1,000, mais je le paye une semaine après. Est-ce que ça va affecter? Ça va affecter parce que tu as dépassé la limite. OK, tu as dépassé. Ce qu'il faut faire, il faut appeler la banque et dire, écoute, j'aimerais que vous augmentez ma limite. Donc, admettons que tu veux acheter le meuble à $1,000, comme tu dis, et la banque augmente ta limite à $5,000. Très important, ça. Fait que si toi, tu veux augmenter ton score de crédit, donc, tu as une limite de $1,000, tu sais que tu vas faire un achat de $1,000, contacte ta banque, fais en sorte que ta banque approuve, on va dire, augmente la limite de 3,000, qui fera en sorte que tu vas toujours être en dessous du 30%. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ça, c'est la deuxième règle. Troisième règle, ne pas faire beaucoup d'enquêtes. Oui, tu peux faire quelques enquêtes. Écoute, c'est sûr, tu veux changer de téléphone, tu cherches Internet, tu cherches une nouvelle voiture, c'est sûr que tu vas faire des enquêtes. Mais passe pas ton temps à faire comme 10, 20, 30 enquêtes dans une année. Là, c'est trop. Il faut que tu pas dire, ceux qui font des enquêtes, ils savent déjà que leur crédit n'est pas bon. C'est chiant à dire. Non, mais souvent, ce que j'ai remarqué, les gens qui ont beaucoup d'enquêtes, ils ne savent pas s'ils ont beaucoup d'enquêtes. Pourquoi? Souvent, ce sont des gens qui ont un mauvais bureau de crédit. Exactement, et qui vont essayer d'acheter, souvent, c'est une voiture. Regarde, j'ai un problème avec les vendeurs d'auto. Les vendeurs d'auto, c'est... Mais les clients ne savent pas ça. Si tu m'écoutes un vendeur d'auto, regarde, j'ai rien personnellement contre toi, mais il fucked up le crédit. Ouais. Les clients ne savent même pas ça. Exactement, ils ne le savent pas. Comme, parenthèse, oui, c'est vrai, tu dois avoir un crédit, on va dire une ligne de crédit qui est un prêt auto. Cependant, lorsque tu fais des enquêtes comme ça affecte énormément. Vas-y, continue. Parce que qu'est-ce qui arrive? La personne a un mauvais bureau de crédit. Il va chez le concessionnaire envoie sa demande de financement dans une première banque. La première banque refuse. Il l'envoie dans une deuxième banque. Là. Le vendeur veut vendre là, le concessionnaire. Deuxième banque refuse. Troisième. Et lorsqu'on regarde l'historique, on voit beaucoup d'enquêtes de crédit. On dit, mais pourquoi tu as fait autant d'enquêtes? Ah ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai fait. Mais oui, tu as eu beaucoup d'enquêtes là. On voit c'est la même date. Ok, c'est sûrement. Ça, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Souvent, si tu sais que tu as un mauvais bureau de crédit, essaie de le régler avant. Régler un bureau de crédit n'est pas si compliqué que ça. C'est juste que les gens ne savent pas comment le faire. Ils n'ont pas reçu une éducation là-dessus. OK. Donc, je vais retourner là-dessus, mais je vais juste continuer à ce que je disais. On était de trois. Mais quand tu parles de vérifier les bureaux de crédit, j'ai entendu comme il y a deux types de hits. Il y a le hit lorsque, on va dire, tu vas acheter une propriété. Il y a le soft hit. Explique-nous, c'est quoi un petit peu le soft hit? Il y a le soft, il y a le hard. Exactement. Le soft, ça veut dire mou, doux. C'est lorsqu'on fait l'enquête, mais ça ne t'affecte pas. On ne va même pas voir si tu as une enquête. Le soft, c'est par exemple, si la personne elle-même regarde son bureau de crédit, ça ne lui affecte pas. Les assurances, les compagnies d'assurance, lorsque tu appelles pour l'auto, ils te demandent la permission. Souvent, c'est du soft. Ça ne va pas t'affecter, ou du moins pour un emploi. Il y a des employeurs qui vont regarder ton bureau de crédit avant. Ça ne va pas t'affecter non plus. Ça va être des soft.
Les hard, c'est lorsque ça va rester dans ton bureau de crédit pendant 3 ans. Les hard, c'est tout ce qui est courtier hypothécaire. J'ouvre ton bureau de crédit, ça va Donc, rester. c'est-à-dire, toi, un client vient te voir et tout. Ouais. Fait que, qu'est-ce que je dis au client? Avant même d'aller voir le courtier hypothécaire, sors ton dossier de crédit personnellement. L'idéal, c'est d'ouvrir. Il faut trouver le bon courtier. Je vais vous dire pourquoi. Je vais terminer. Vas-y. Donc, je disais, comme courtier hypothécaire, la banque, auto, carte de crédit, meubles, téléphone, Internet, toutes les enquêtes qu'ils vont faire, et si tu as un mauvais bureau de crédit, ils vont te refuser. C'est important pour eux de savoir si tu as un bon bureau de crédit ou pas. Maintenant, pour répondre à ta question, il faut avoir un bon courtier. Souvent, je trouve des clients qui me disent écoute, j'ai déjà sorti mon bureau de crédit, pas besoin de le sortir, regarde-le. Le bureau de crédit que vous avez comme client, ce n'est pas celui-là que nous avons. Non, je sais que le score est différent de plusieurs places. Mais qu'est-ce que je dis aux clients, c'est que pourquoi c'est bon de le sortir soi-même avant de le sortir avec un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, c'est que la plupart du temps, ils magasinent. Tu sais, ils vont voir toi, ils vont voir le courtier B, ils vont voir le courtier C. Fait que, à la place d'aller voir tous ces courtiers-là, sors-le toi-même. Comme ça, tu peux vérifier afin de voir s'il y a des problèmes dans ton dossier. Comme ça, tu sais à peu près. Fait que, si quelqu'un le sort, il y a un score de 900, tu sais que, même si tu vas aller voir M. Eliakim Volsi, ton score va être proche du 900. Mais si tu le sors toi-même, ton score est de 500, il y a un méchant problème. OK. Tu comprends? Mais là encore, ce n'est pas le meilleur conseil pour les clients. Vas-y. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, ce n'est pas conseillé d'aller voir plusieurs courtiers hypothécaires. Ils font tous la même chose. OK? Tu as un courtier, tu lui fais confiance, tu peux lui poser la question, c'est comment mon bureau de crédit? Il va te dire. Il va tout te dire. Il va te dire que voici là où tu as eu des retards, voici quel problème que tu as eu. Pourquoi on dit que le client soit son bureau de crédit, ce n'est même pas nécessaire? Parce qu'il y a 4 pointages de crédit. Il y a le FICO qui anciennement était appelé Bacon. Ouais. Il y a le ERS, exactement. Il y a le ERS. Le ERS, c'est Equifax Risk Score. Il y a le CRP, qui est le Customer Risk Protector. C'est celui-là que le client a. Lorsque toi, tu vas dans Equifax, tu ouvres ton bureau de crédit, tu vois ton score, ça, c'est le CRP. Il y a un autre, c'est faillite, quelque chose de ce genre-là. C'est ces 4-là qu'il y a. La banque n'utilise pas le CRP. La banque utilise le FICO. Mais toi, comme client, tu ne peux pas avoir ton FICO. Tu ouvres ton score de crédit. Des fois, j'ai des clients, je ne peux pas acheter, mon score est à 670, j'ai entendu dire qu'il faut 680. Laisse-moi regarder. Mais non, ton FICO est à 700. Ouais. Bon, fait, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il y a une différence avec chaque compagnie. Tu comprends? Puis, moi, j'encourage le monde de vérifier. Parce que moi, je suis dans tout. Je suis avec Equifax, TransUnion. Fait que je vous regarde quasiment à chaque semaine. Puis qu'est-ce qui est bizarre, lorsque, on va dire, je vais acheter, mon score est peut-être 750. Avec Equifax, c'est peut-être 710. Mais qu'est-ce qui est important que je dis au monde, c'est de savoir son dossier de crédit. Première des choses, c'est de savoir c'est quoi tes dettes, c'est quoi ton ratio d'endettement. Tu peux faire les calculs avec ça. Puis lorsque tu vas voir le courtier, mais lui va pouvoir te donner le vrai score. Tu comprends? Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Ça aide la personne à toujours travailler son crédit. Si à chaque semaine, tu sais que tu dois avoir, on va dire, ton ratio d'endettement doit être moins que 30%, mais à la fin de l'année, ça va être un petit peu moins que 30%. Pourquoi je te dis ça? C'est comme, on va dire, un élève qui va à l'école, puis, OK, tu sais quoi, ton note de passage doit être 75. Puis, dans une autre école, ton note de passage doit être 60%. Mais psychologiquement, ceux de 75, mais ça va être proche de 75. L'autre va être proche de 60. Fait que c'est pour ça que je dis au monde, prenez votre crédit vraiment à cœur. Fait que c'est pour ça, comme quand tu sors tes vidéos, je dis que c'est vraiment bon parce que quelqu'un qui t'écoute, mais va travailler son crédit. Donc, on continue. 4e point. Oh, je ne savais même pas où j'étais. Hein. Ouais, 4e point. J'avais dit payer à l'heure. Exactement. 30%, pas beaucoup d'enquêtes. Ouais, pas beaucoup d'enquêtes. Historique aussi. Voilà une autre erreur qu'il y a certains gens qui commettent. Ils ne veulent pas de carte de crédit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui commettent cette erreur-là, mais il y en a qui le font. Oh, il y en a beaucoup. Comme quand je les écoute parler, puis ils sont anti carte de crédit. C'est une grosse erreur. C'est une erreur à ne pas commettre. Pourquoi? Parce que
Oui, le fait que tu n'as pas de carte de crédit, tu n'as rien. Tu peux ne pas avoir une carte de crédit, mais tu dois avoir du crédit. Tu dois avoir une ligne de crédit. Tu dois au moins, il est conseillé d'avoir au minimum 2 lignes de crédit. Une ligne de crédit, c'est quoi? Mais quand tu dis de ligne de crédit, c'est quoi? Une ligne de crédit, c'est du crédit. C'est carte de crédit, marge de crédit, auto, hypothèque, téléphone, Internet, n'importe quoi étudiant. Fait que téléphone, Hydro-Québec fait partie de... Non, Hydro-Québec, non. OK. Téléphone, oui. Si le téléphone l'envoie au bureau de crédit, il y a des compagnies qui ne l'envoient pas au bureau de crédit, il y a des compagnies qui l'envoient seulement avec TransUnion. C'est qui l'envoie? J'aime pas citer les noms des compagnies, là, Okay. mais, non, mais c'est bon pour... mais je peux dire lequel que je vois. Je vois Vidéotron, je vois Fido. Okay. Est-ce que c'est téléphone ou Internet? Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, oui, ça l'envoie, et puis finalement, la personne va le prendre de la compagnie, la compagnie ne l'envoie pas. Ça, c'est qu'est-ce que tu as pu constater? Moi, oui, souvent, on va voir Vidéotron, Fido. Des fois, TELUS, moi, pas trop pour TELUS, mais Vidéotron, ouais, Fido, TELUS aussi. Vidéotron, C'est Fido. ces 3 compagnies-là. Ouais. Mais est-ce que c'est Internet, téléphone, je ne sais pas. Mais je dis au client, va vérifier avec ta compagnie, là, parce que moi, je ne vais pas prendre la responsabilité si la compagnie n'a pas envoyé et finalement, tu n'as pas de ligne de crédit, tu comprends? Parce qu'il y a des compagnies qui vont l'envoyer seulement avec TransUnion. Ils ne vont pas l'envoyer avec Equifax. Alors que les banques, c'est Equifax qui le regardent. C'est bien beau que tu as la ligne de crédit, mais on l'envoie à TransUnion, donc pour Equifax, ça ne t'a rien. Et même si tu n'as pas de ligne de crédit, tu as un score de crédit. Ton potage va être R. Oh, wow. Ouais, R, c'est rejet. Ça veut dire que tu n'as rien. Oui, c'est ça, rejet. Il y a des banques qui vont te refuser juste pour ça. Le fait que tu as 0 crédit. Ouais. Il y a des banques qui vont le faire, ce n'est pas un problème. Ils vont dire pourquoi il n'a rien. On va expliquer, on va prouver que le client a été capable d'économiser. C'est ce qu'il ne savait pas, il avait peur. Il y a des banques qui vont le faire. Mais le problème, c'est que peut-être que la banque qui te refuse juste pour ça, il y a des banques qui sont... Mais la banque qui va accepter, est-ce qu'ils vont t'accepter avec un taux d'intérêt plus élevé? Non. Okay. Non. C'est juste que... Mais quand parlant du taux, peut-être que la banque qui te refuse, c'est la banque qui a le meilleur taux. Oui, une autre banque t'accepte, mais peut-être qu'elle n'a pas le meilleur taux. Parce que les taux varient. Hein. Chaque semaine, cette semaine, c'est cette banque qui a le meilleur taux. La semaine prochaine, c'est cette banque. Dans 2 semaines, c'est cette banque, ça varie. Donc, la semaine que tu es venu, peut-être que la banque qui a le meilleur taux, c'est cette banque-là. On t'aurait accepté, mais on te refuse parce que ça... Ou du moins, s'il y a une exception qu'on pourrait faire pour toi, la banque là a peur parce qu'elle dit, je ne connais pas son historique de crédit, je ne sais pas si c'est un bon client. Oui, je peux le faire s'il me vient avec un dossier normal, mais si ça demande des exceptions, j'ai peur, je ne veux pas. Okay. Ça peut être une cause aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est très important d'avoir au moins 2 lignes de crédit. 2 lignes de crédit pour bâtir son crédit. OK. Et puis, quoi d'autre que je vais ajouter? Tu m'as tellement posé de questions concernant le crédit. Hein? Cinquième. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est très important. Puis le monde ne prend pas conscience de ça. Puis c'est ça qui aide le score de crédit. C'est ça qui fait en sorte que tu as un score de 900, tu as un score de 800, tu as un score de 700, puis tu as un score de R. Tu comprends? Puis le monde banalise leur téléphone, banalise lorsque tu vas acheter une propriété. Oh, regarde, j'ai acheté une propriété, mais je m'en fous de mon crédit. Tu comprends? Fait en écoutant tes vidéos, mais ça fait en sorte que le jeune qui t'écoute va pouvoir travailler son crédit, puis il va pouvoir s'acheter sa première propriété, ou bien s'il y a déjà une propriété, mais bâtir un parc immobilier. Tu comprends? C'est vraiment pour ça. C'est ça. Ouais, une chose qu'on disait tantôt que je ne voulais pas oublier, qui était très important, c'est pour les gens qui ont un mauvais bureau de crédit, mais qui veulent avoir un beau bureau de crédit. Ouais. Parfait. « 90% des gens qui m'appellent et qui sont concernés, parce que lorsque tu leur parles, ils vont te le dire, ah, écoute, je fais tout, je paye à l'heure, je respecte la 30%, mais mon score de crédit est toujours mauvais. Ah, écoute, je me dis, ok, tout va alors ce qu'on va faire. Je sais à 90% de chances, tu vas me dire c'est vrai ou c'est pas vrai. 90% de chances, voilà ce qui t'arrive. Est-ce que tu as eu une collection dans le passé? Là, elle va dire, oh, oui, mais j'ai déjà payé. Parfait. C'est ça l'erreur. Je n'ai même pas encore regardé ton crédit, là, mais je te dis, 90% de chances, c'est ça. Ta collection... Je ne vais même pas dire 99,9%. Je ne voulais pas exagérer. Non, c'est une réalité. Sincèrement, c'est vrai. Sincèrement, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Je leur dis, écoute, voilà ce qui t'a probablement t'est arrivé. Je n'ai même pas encore regardé ton crédit. Ta collection, là, tu l'as payée. Mais dans Equifax, c'est mentionné que tu ne l'as pas payé. Souvent, les clients, mais comment ça? Je l'ai payé. Je comprends. Tu as payé, tu dois approuver. Mais ce n'est pas ça que je te dis. Toi, tu as payé. Mais lorsqu'on ouvre ton Equifax, on voit que tu n'as pas payé ta collection. Exactement.
Souvent, c'est ça. Hein. Souvent, c'est ça. C'est ça. Écoute, ce qu'il faut faire, il faut faire la correction. Il faut qu'on corrige à Equifax, qu'on envoie la lettre de quittance à Equifax, qu'on dit Equifax, écoute, ce client a déjà payé cette dette-là, enlève-le en termes de collection. Là, ils vont le corriger. Immédiatement après, tu vas voir le score va augmenter. Ouais. Souvent, le client était peut-être dans les 580, 600. Immédiatement après, ça passe à 650, 680. C'est comme ça la personne garde 70, 80 points de plus. Ouais. Et puis par la suite, la personne va continuer à respecter les autres affaires, 30%, payer à l'heure, et tu vas voir son crédit sera bon avec le temps. C'est comme une blessure. C'est comme ça que je définis souvent le crédit. C'est comme une blessure. C'est comme tu as une blessure, mais ce n'est pas soigné. Donc, il faut que tu le soignes. Lorsqu'on corrige le crédit, la blessure est soignée. Donc là, il faut laisser le temps faire le reste de la guérison. Donc, c'est tout. Et puis, deuxième chose aussi, en termes de collection, souvent, ça va être une faillite ou une proposition au consommateur que la personne a eue. Oui, il a été libéré, mais dans ton Equifax, ce n'est pas mentionné que tu as libéré. Toi, tu es libéré, mais dans ton Equifax, c'est encore mentionné que tu as une faillite. Il n'y a rien qui est corrigé. C'est pour cela que ton score augmente. Ça, c'est la cinquième chose ou bien ça, c'est un autre sujet? Ça, non, ça, c'est un autre sujet. Ok. Les 5 points, c'est pour tout le monde. Ok. Mais le cinquième point, c'est quoi? Tu l'as pas dit? Mais j'ai dit quoi déjà? J'ai dit payer à l'heure. Payer à l'heure. 30%. 30%. Pas beaucoup d'enquêtes. Pas beaucoup d'enquêtes. Historique. Type de crédit. Type de crédit. Voilà. Lorsqu'on parle de type de crédit, on voit... parce que chaque crédit que vous avez, il est dans une catégorie. Par exemple, les cartes de crédit, ça appartient à la catégorie R, renouvelable. L'Internet, le téléphone, c'est pour O. L'hypothèque, c'est pour M. O, c'est quoi? O, c'est à tempérament. Okay. Non, c'est pas à tempérament. C'est quoi déjà? C'est ça, j'ai oublié. Okay. De toute façon, il y a le I. Le I, c'est pour prêt à tempérament. Dans cette catégorie, on va trouver les voitures, les prêts étudiants, les meubles. Prêt à tempérament, ça veut dire qu'un prêt, il y a une date que tu vas le terminer. Il y a un terme. Ouais, il y a soit 2 ans, 5 ans, 6 ans. Prêt étudiant, voiture, meuble, il y a un temps que tu vas le terminer. Okay. M, c'est pour hypothèque. Dès que tu vois M, ça veut dire que la personne a une hypothèque. OK? Il y a R, carte de crédit, C, R, ça veut dire que c'est renouvelable. Ça se termine jamais. Tu le prends, tu le payes, tu le prends, tu le reprends. C, c'est pour marge de crédit. Donc, c'est très important d'avoir différents types de crédit. Donc, tu peux pas juste, c'est pas conseillé d'avoir juste comme, j'ai 4 lignes de crédit, 4 cartes de crédit. Tu peux quand même avoir un beau crédit là-dessus, mais c'est conseillé de le mélanger un petit peu. Okay. Tu as 1 ou 2 cartes de crédit, un prêt meuble des fois. Des fois, ce que je vais dire aux gens, au lieu de payer le meuble cash, paie-le sur financement. Souvent, il n'y a même pas d'intérêt. Ouais. Souvent, il n'y a même pas d'intérêt pour, les meubles. Si tu encourages, on va dire, les prêts meubles, tu vas encourager plus, on va dire, les compagnies qui offrent des prêts avec 0%. Oui, mais oui, c'est ça l'idéal. Admettons que le meuble te coûte $2000. Tu as l'argent, mais pourquoi je vais le payer avec intérêt? Tu comprends? Ce n'est pas conseillé. Moi, jamais je conseillerais à quelqu'un, à moins qu'il a un mauvais bureau de crédit et que la compagnie offre ça. Bon, écoute, ça va t'aider à bâtir ton crédit aussi. Mais en temps normal, si tu as un bon bureau de crédit et tu as l'argent, tu peux le payer cash, payer le cash. Mais étant donné qu'on te le donne sans intérêt, là, tu peux le prendre et ça va t'aider à bâtir ton crédit. OK. Mais là, ça amène encore à une autre chose. Ratio d'endettement, oui, étant donné que j'ai la dette, et là, je vais acheter une maison. Ça, c'est encore un autre point. Oui, tu peux avoir quelques dettes, il ne faut pas avoir trop de dettes. Okay. Trop de dettes. C'est sûr que si le meuble, tu achètes un meuble, je ne sais pas. Là, quand tu parles de ça, là, on va revenir à qu'est-ce qu'on parlait. Qu'est-ce que les banques nous disent pas que ça serait intéressant de savoir? En termes d'hypothèque? Exactement. Oh, il y a plein de choses, mon cher. Il y a plein, je vais vous le dire. On va commencer avec l'une des choses les plus importantes, selon moi. Les pénalités. Souvent, les gens vont t'appeler, surtout en ce moment, dois-je prendre le taux fixe ou le taux variable? Il ne faut pas juste penser à taux fixe ou taux variable, il faut également penser à pénalité. Ça, c'est quelque chose, les banques te le disent, mais elles passent tellement brièvement, elles ne te disent pas vraiment. Oui, ils le mettent en dessous dans le contrat, vraiment petit, puis ils te parlent rapidement. Exactement. Ils te le disent, mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est, ils ne te disent pas à quel point, quelle banque est plus gourmand que d'autres. Tu vas aller de ta banque, peut-être que ta banque est la plus gourmande là. Mais elle ne va pas te dire, je suis plus gourmand que l'autre banque, tu sais. Il ne va pas te dire ça. Okay. Lorsqu'on choisit son taux fixe ou taux variable, il faut penser aux pénalités. C'est quoi les pénalités? Les pénalités, ce sont des frais que la banque vous charge lorsque vous ne respectez pas votre contrat. Ça varie entre combien à combien à peu près?
Ça varie de la banque, ça varie de beaucoup de choses. Ça varie de la banque. Comme je l'ai dit, il y a des banques qui sont plus gourmands que d'autres. Leur méthode de calcul est différente. Ça varie du nombre d'années qui te restent. Donc, si tu achètes la maison aujourd'hui en 2022, tu as un contrat de 5 ans, un terme de 5 ans, donc ça termine en 2027. Si tu brises en 2023, les pénalités vont être plus élevées que si tu brises en 2024. Ouais. Ça va être plus élevé. Plus qu'il te reste du temps, plus que ça va être plus élevé. Okay? Ça varie également du montant de l'hypothèque. Quelqu'un qui a une hypothèque à 400 000, sa pénalité ne sera pas pareille que quelqu'un qui a une hypothèque à 800 000, parce que c'est un pourcentage également. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, pour savoir, oui, qu'est-ce que les pénalités. Les banques ne vont pas vous dire ça. C'est ça l'avantage d'avoir un courtier hypothécaire. Le courtier va te dire, oui, écoute, oui, il y a cette banque, il a un meilleur taux, mais il ne faut pas seulement regarder le taux, il faut regarder les pénalités. C'est quoi les chances que tu vas arriver à ton terme de 5 ans? Souvent, les gens vont dire, mais oui, je vais arriver. Ah ouais? Tu vas arriver, t'es sûr? C'est 75% des Canadiens qui n'arrivent pas à leur terme. OK. Puis, ils changent pourquoi, d'après toi? Toutes sortes de raisons. C'est quoi les tops? Mais les top raisons, c'est vraiment séparation-divorce. Séparation-divorce. C'est ça que je dis à tous mes clients. Mais oui, c'est que oui, aujourd'hui, c'est la lune de miel, tout va bien. Oui. Mais qui dit dans 2-3 ans? Ah oui, au Canada, c'est 60% des gens que leur relation brise avant 5 ans. Là. Donc, lorsque la relation brise, ils veulent chacun faire leur route. Ils vont souvent vouloir vendre la maison. En fait, tu as brisé le contrat. Pénalité. C'est là que les banques, eux autres. Pénalité. C'est bien beau que tu as acheté la maison à 400 000. Après 2 ans, ça vaut 430 000. Mais si la banque te charge 30 000 $ de pénalité, tu n'as rien fait là. Ouais, t'as fait ça. Vous allez vendre la maison à 430 000, 30 000 $ de pénalité à la banque. Et puis 400 000, c'est l'hypothèque qui vous reste. Donc ça, c'est la première chose qu'on va dire aux gens. Donc souvent, on va regarder à les gens et on va dire, OK, parfait. À vous de juger votre relation. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez garder le 5 ans ou pas? Mais parfait, je te présente la liste des banques en termes de gourmandise. Il y a des banques, par exemple. Mais oui, c'est très important. Celle-là est très intéressante. Mais oui, la banque la plus gourmande, tu penses que tu vas le voir et il va te dire, tu sais, c'est moi qui charge le plus. Jamais il va te dire ça. Il va te présenter tous ses avantages, mais il ne va jamais te parler des inconvénients. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Admettons que tu as une hypothèque à 400-500 000. Ça peut être combien de pénalités après 2-3 ans? Là, il y a une banque qui va te charger 7-8 000 $. Facilement, une banque va te charger 30 000 $, 35 000 $. C'est beaucoup de différence. Juste parce que tu es allé dans cette banque-là, on te charge 35 000 $. Dans l'autre banque, on t'aurait chargé 7 000 $. C'est quand même 20-25 000 $. Il y a des banques, ça va être 7, 10, 15, 20, 25 000 $. Un courtier ne va pas vraiment prendre la chance de te dire exactement le montant. Parce que le calcul est vraiment très compliqué. Ouais. On va te dire, appelle la banque, là, souvent, lorsque la personne est en refinancement, elle dit, je vais refinancer. Parfait, je regarde, tu vois, son terme termine de 2024, 2025. Tu dis, est-ce que tu sais, tu auras des pénalités? Ah oui, non, pas. Appelle la banque et demande-leur si tu brises en date d'aujourd'hui, les pénalités sont de combien. Comme ça, tu as une idée. S'il te dit c'est 10 000, même si ça varie, mais au moins tu sais dans cette fourchette-là, 9 500, 10 500, 11 000. Ou bien 5 000, 6 000. Tu n'arrives pas chez le notaire et tu prends une surprise de 25 000. Et là, tu dis, ah non, si je savais, je ne l'aurais pas fait. Donc, pour continuer à la question, top, c'est vraiment mariage, divorce. Il y a les investisseurs aussi. Mais souvent, les investisseurs de nos jours, il y en a beaucoup qui se sont formés. On leur dit de prendre le taux variable. Parce que le taux variable, les pénalités vont être beaucoup plus basses que le taux fixe. Avec le taux variable, les pénalités vont être de 3 mois d'intérêt. Oui, exactement. 3 mois d'intérêt pour une hypothèque de 400-500 000, ça fait environ 1 500-2 000 $. Contrairement au taux fixe, que ça peut être de 7, 8 000 jusqu'à 30 000 en fonction de la banque. Exactement. Okay? Donc, les investisseurs, pourquoi ils prennent souvent les taux variables? Parce qu'ils disent, lorsque la maison prend de la valeur, ils aimeraient refinancer, aller chercher l'équité pour acheter une autre maison. OK. Une autre chose qui arrive aussi, pourquoi les gens vont briser des fois ils vont dire, non, ma relation c'est correct, c'est tout. Mais tu peux avoir une rénovation à faire urgemment. Oui, tu as l'assurance habitation, mais ce n'est pas tous les problèmes que les assureurs vont couvrir. Il y a des problèmes que tu vas avoir, là. L'assureur va dire, ce n'est pas mon problème. J'ai eu une cliente qui m'a appelé cette année, pourquoi, je ne savais pas trop, c'était quoi son urgence déjà? Je crois qu'elle était dans un condo, il y avait le locataire d'en haut, je ne sais pas trop, hein. Il y avait un problème de façon qui était causé par la voisine. L'assureur a dit, ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Ouais. Mais surtout les condos, qu'est-ce que j'ai pu constater, c'est que les assureurs, ils veulent payer le moins possible. Quand c'est une maison, il n'y a pas de problème. Mais dès que c'est condo, ils veulent laisser la responsabilité, on va dire, au syndic.
au syndicat. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que lorsqu'il y a des dégâts d'eau, lorsqu'il y a des sinistres, mais le copropriétaire, le propriétaire du condo, doit se battre avec la compagnie d'assurance. C'est vraiment ça que j'ai pu constater, fait que effectivement, tu as tout à fait raison. Là. Mais c'est pas seulement les condos, hein. Il ne faut pas dire les condos pour que les gens aient peur des condos. Ça peut non, mais on va dire, lorsque tu as un condo, tu prends une assurance, mais make sure que savoir qu'est-ce qui est impliqué dans le contrat. Comme c'est vraiment, comme tu peux avoir un duplex, une maison, c'est différent. Mais un condo, moi je te dis, vu que j'ai acheté une maison de ville, mais copropriété. Puis quand j'écoutais, c'était l'Assemblée le mois passé, puis j'écoutais le monde parler, il parlait vraiment de ça, par rapport aux assurances et tout. Oh, que tu devrais te battre avec. Je dis, wow. Les assureurs ne veulent pas payer, tout le monde connaît la règle. L'assureur va toujours essayer de faire son mieux pour ne pas payer. C'est dans un autre niveau, là. Mais il y a le problème, c'est toi qui dois le résoudre. Admettons que quelqu'un, surtout avec la surenchère qu'il y a eu ces dernières années, beaucoup de gens risquent de se trouver avec ce problème à l'avenir. Vente sans garantie légale. Les vices cachés. Parfait. Tu achètes la maison aujourd'hui, dans 2 ans, tu trouves un vice caché. Parfait. Tu vas poursuivre le vendeur, tu vas gagner, mais ça va prendre combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Ton problème est urgent, tu dois le résoudre là. Maintenant. L'assureur te dit que ce n'est pas son problème. Ça te coûte $40,000. Refinancement, pénalité. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses là. Des fois, il y a une émission là, c'était même pas une émission. C'était dans les journaux, c'était populaire. C'était des gens qui avaient acheté une bâtisse, c'était. Sans garantie légale. Non, c'était tout neuf là. C'était neuf, mais après quelques années, ils ont eu des problèmes. Mais la compagnie qui avait fait la construction avait fait faillite. Donc, ils ne peuvent pas aller, chercher des recours contre la compagnie. C'est eux qui doivent tout faire là. Refinancement encore, ils doivent aller chercher l'argent sur la maison. Pénalité. Les pénalités, ça peut être vraiment pour beaucoup de choses. Ça peut être vraiment des imprévus. Donc, c'est pour cela qu'on va dire aux gens, avant de prendre taux fixe ou taux variable, réfléchis, est-ce que tu penses que tu vas garder ton terme? Mais là, ça aborde encore un autre sujet. Vas-y. Beaucoup de gens ont peur du taux variable, surtout avec ce qui s'est passé cette dernière année. Le taux variable qui a tellement augmenté. Les gens qui avaient le taux fixe l'année dernière avec 2%, là, 1,60-1,70 sont super contents. Mais ceux qui avaient le taux variable, par exemple, il y avait des 0,95 à un certain point, 1,10, 1,15. Ouais. Là, les taux variables sont 5%. On ne va pas nommer les banques, mais il y en a beaucoup, mais pas beaucoup, mais il y avait au moins 2-3 qui promotaient beaucoup le 1%. Oui, c'est ça. C'était les taux. C'était les taux l'année dernière. Mais l'affaire, c'est que il y a des gens qui disent, écoute, 1% à 5%, c'est beaucoup, ils n'auraient pas été capables de supporter une telle hausse. C'est pas tout le monde qui peut prendre ce risque-là. Mais c'est pour cela qu'il faut vraiment voir un courtier hypothécaire. Il y a des banques qui vont te donner l'option de prendre un taux variable avec paiement fixe. Donc, tu vas dans une banque, ta banque peut-être n'offre pas cette option-là. Peut-être que toi, tu dis, OK. Mais parenthèse, c'est que, est-ce que toutes les banques offrent ce produit-là? Non. Chaque banque est différente. Cette banque-là va dire taux variable avec paiement fixe. Celle-là va te dire taux variable avec paiement qui fluctue. OK. C'est vraiment la banque. Explique-nous un petit peu, c'est quoi? Parce que dernièrement, j'ai refinancé une de mes propriétés, puis j'ai pris taux variable, montant fixe. OK. Tu comprends? Je savais même pas que ça se faisait. Mais oui. C'est quand j'ai fait le dossier et tout, puis là, il m'a dit ça, OK, je le prends. Mais la différence, c'est comme le mot le dit. Avec paiement qui fluctue, ça veut dire, si par exemple, tu payes $2,000 par mois, et puis là, les taux augmentent, donc ton paiement va passer à $2,100, $2,200. Alors qu'avec le taux variable avec paiement fixe, si tu payes $2,000 par mois et que les taux augmentent, toi, tu ne vas même pas te rendre compte que les taux ont augmenté. Tu vas continuer à payer $2,000 par mois. Où ça va jouer, c'est vraiment dans le capital et dans les intérêts. Exactement. À chaque fois que tu payes, une partie est allée dans le capital, une partie est allée dans les intérêts. Donc, admettons que tu payes $2,000 par mois, on va dire $1,000 étaient pour les intérêts, $1,000 étaient pour le capital. Là, les taux ont augmenté. Donc là, ça va passer, par exemple, à $1,100 pour les intérêts et $900 pour le capital. Cette année 2022, les taux ont tellement augmenté. Arrivé à un certain moment, il n'y avait plus de capital. C'est pour ça que beaucoup de banques ont appelé leurs clients et ont dit, vous devez augmenter vos paiements parce que là, vous payez plus de les intérêts. Donc, c'est ça la différence entre taux fixe, taux variable à paiement fixe et taux variable avec un paiement qui fluctue. Mais, c'est pour ça que je vous dis, chaque client est différent. Hein?
Ça ne veut pas forcément dire que c'est le taux variable avec paiement fixe qui est le mieux pour tout le monde. Ouais, c'est évident. Pourquoi? Souvent, les banques qui offrent ce taux variable avec paiement fixe, leurs taux sont plus élevés. Par exemple, en date d'aujourd'hui, on peut avoir un taux variable avec paiement qui fluctue dans les 5,45, 5,50, 5,55. Alors que les taux variables avec paiement fixe sont dans les 5,80, 5,90, 6%. Ils sont plus élevés. Au final, tu paies plus cher. Mais ça, si tu n'es pas quelqu'un, si tu veux avoir une garantie, une stabilité, c'est mieux pour toi. Moi, j'ai des clients, je les ai présenté les deux. Ils m'ont dit, écoute, j'ai des clients qui vont dire taux variable paiement fixe, et d'autres qui vont dire taux variable paiement qui fluctue. Pour chacun, c'est différent. Ouais. C'est vraiment mais je pense que l'important, c'est d'offrir tous les produits, tu mets sur la table, puis tu leur dis, regarde, ça, c'est les avantages, conséquences. Donc, qu'est-ce que toi, tu préfères? Exactement. Selon ton profil. Tu l'expliques chacun des produits, et puis la personne le prend. C'est ça. C'est ça l'avantage. Ta banque, ils n'offrent pas tous les produits, ils ne peuvent pas tout expliquer, ils ne l'ont pas tous. Ouais. À chaque fois que tu choisis un produit, tu dois changer de banque. L'important, c'est de faire affaire avec un courtier hypothécaire comme toi, qui connaît bien les produits, qui va pouvoir les guider, structurer leur budget afin qu'ils puissent prendre la meilleure solution. Exactement. Regarde, dans tout ce qu'on fait, on dit qu'il faut magasiner. Vrai ou faux? Tu magasines, tu vas acheter un téléphone, là, tu changes de compagnie de téléphone Internet, tu appelles pour voir lequel te donne plus de vitesse, meilleur prix, etc. Mais pourquoi pour l'hypothèque, ce serait différent? Pourquoi ce serait différent? Mais, ça encore, chaque chose rentre dans une autre question. Mais, c'est pour cela qu'il faut encore faire avec un courtier hypothécaire, parce que si toi, tu vas magasiner toi-même dans plusieurs banques, ça va être beaucoup d'enquêtes pour toi. Ouais. Ils vont chacun faire une enquête. Là, ça va affecter ton Mais oui, ça va affecter. Tu peux aller dans la banque A aujourd'hui, ils t'acceptent. Tu vas dans la banque B la semaine prochaine, la banque C, la banque D. Et finalement, tu retournes dans la banque A, tu n'es plus accepté parce que ton score est magané maintenant. Alors que le courtier hypothécaire, lui, il fait une seule enquête. Exactement. Et puis, c'est valide pour toutes les banques. J'ai une question pour toi. Quel produit ou quelle stratégie que tu as pour les travailleurs autonomes? Mais pour les travailleurs autonomes, il y a plusieurs options. Premièrement, il y a les travailleurs autonomes qui... Comment la banque calcule en premier lieu? Il y a les banques qui vont calculer avec ce que vous déclarez. Donc, aux impôts, vous déclarez 80 000, donc c'est 80 000 vos revenus. Il y a d'autres banques qui offrent l'option, on appelle ça travailleur option plus, A+. Donc, ça va être pour les travailleurs autonomes qui reçoivent un peu d'argent cash, comme qui pourront la poser de recevoir de l'argent cash. Donc, 80 000, mais tu as l'option d'augmenter un peu plus. Tu vas dire, mais non, j'ai fait un petit peu plus, là, j'ai fait 90 000. Ce n'est pas toutes les banques qui l'acceptent. Qu'est-ce que ça fait? Si 80 000, tu étais qualifié pour 320 000, on va dire 340 000, mais avec 90 000, peut-être ça va t'aider à avoir un 370 ou 380. OK. Il y a une autre option, ça c'est pour les travailleurs autonomes qui ne déclarent pas beaucoup, là. OK, mais pour avoir cette option-là, il faut mettre 20% de mise de fonds. OK, fait que c'est-à-dire, la première option, c'est 5%. 5%, comme tout le monde. Comme tout le monde. Tandis que l'autre option... 10%. Que tu peux augmenter un petit peu. Augmenter un petit peu, on va dire un petit 10, 15 000. OK, mais ça, c'est quel genre de type de travail autonome? Mais écoute, c'est pas mal pour beaucoup de travail autonome, pour la majorité. C'est vraiment comme avec quelle banque qu'on va y aller. OK. Mais le troisième option, c'est pour les travailleurs autonomes qui ne déclarent vraiment pas beaucoup. Il y a des mais quand tu ne dis pas beaucoup, c'est quoi? 15 000, 20 000? 15 000, 10 000 et qui font 80 100 000. OK. Il y a des travailleurs autonomes qui font beaucoup, mais ils ne disent pas ça aux impôts. Là. Ouais. C'est la réalité. Ça, c'est pour ne pas payer. Ça, oui, c'est la réalité. OK? Mais il y a des options pour eux. Tu vas à la banque avec 15 000 $, là, écoute, à moins que tu as quelqu'un d'autre avec toi, là, qui a fait un bon revenu, mais tu n'auras rien. Mais il y a les banques, les prêteurs B, ils vont prendre vos revenus réels. Ils vont regarder tes relevés bancaires les 6 derniers mois, combien tu déposes. On voit que tu déposes à chaque mois 10 000 $. Donc 10 000 par 12 mois, ça fait 120 000. Donc c'est 120 000 $, moins quelques dépenses. Ils vont discuter avec toi. Frais de bureau, cellulaire, n'importe du genre. Facilement, ça dépend du domaine, 100 000 $ de revenus pour toi par année. Contrairement si tu étais allé dans une banque traditionnelle qui allait prendre le 10-15 000 que tu as dit aux impôts. Et 10-15 000 à l'heure actuelle, je pense pas que... 10-15 000, j'en sais que personne ne va regarder ton dossier. Là. Personne ne va regarder 15 000, tu ne peux rien acheter. Okay? Donc, mais pour l'option qu'on appelle auto-déclarée, qu'on appelle ça, les gens qui font beaucoup plus que ça mais ne déclarent pas beaucoup, il faut avoir 20% de mise de fonds. Okay. Ça, ce sont les banques, les prêteurs B qui vont faire ces dossiers-là. OK. C'est bon. Dernière question avant qu'on termine.
c'est quoi la meilleure stratégie que tu pourrais donner à quelqu'un qui a déjà une propriété qui veut acheter une deuxième ou bien qui veut bâtir un parc immobilier? Ben, écoute, c'est quoi la stratégie qu'on conseille souvent? Mais premièrement, ce qu'il faut savoir, ce que beaucoup de gens ne savent pas, même si tu es déjà propriétaire, tu peux acheter une deuxième propriété avec 5% de mise de fonds encore. Ok. Si tu as l'intention de l'habiter. Ok. Si ton intention, c'est de louer à 100%, non, c'est 20%, c'est locatif. Mais si tu as l'intention d'habiter une deuxième, une troisième, une quatrième propriété, jusqu'à 7 propriétés que tu peux acheter avec 5% de mise de fonds. Donc, tu peux acheter jusqu'à 7? Mais c'est théorique. Parce que les ratios, là, il faudrait que cette personne-là fait beaucoup de revenus. Donc, ça serait, on va dire, tu achètes une maison à 100 000, puis tu loues à quasiment à 2 000 $. Ben, je sais pas, là, ça dépend des revenus de la personne, à quel moment qu'il l'a acheté. Théoriquement, tu peux acheter, par exemple, un condo. Aujourd'hui, tu es célibataire, tu achètes un condo. Et par la suite, tu trouves la personne rêvée, là, le conjoint idéal. Vous décidez ensemble, vous allez encore mettre. Vous décidez pas de vendre le condo. Moi, tu vois, cette partie-là, je ne savais pas. Mais oui, beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je pensais que c'était 3. Non, c'est 7. OK. 1 avec la SCHL, Ouais. 4 avec CGN, et puis 2 avec Canada Guarantee. Mais la SCHL, tu peux pas en avoir 2. Non, tu peux avoir 2. Tu Ok, as déjà une propriété qui est assurée avec la SCHL avec 5%. Ta deuxième propriété, coûte que coûte, on ne va pas l'envoyer avec Ok. SCHL. Puis l'autre, CGN et puis Canada Guarantee. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas toutes les banques qui font affaire avec les 3 assureurs. C'est là encore, c'est le courtier qui va t'aider. fait que c'est pour ça que tu dois aller voir un courtier Un courtier, afin de exactement. toujours mettre 5% de mise de fonds. Exactement, parce que admettons que tu vas toujours dans ta banque, tu arrives à 5 propriétés, mais ce n'est pas toutes les banques qui vont accepter plus que 5 propriétés non plus. Mais admettons, tu as une avec cette banque-là, les 4 avec une autre banque, ça fait 5. Là, tu veux acheter la 16e, tu vas dans une banque qui peut-être ne fait pas affaire avec Canada Guarantee, parce que la 16e doit être avec Canada Guarantee. Donc là, la banque va juste te dire non. Il ne va pas te dire la raison, il va juste te dire non. Mais le courtier saura. Mais comme je vous le dis, ça c'est vraiment théorique parce qu'en termes de ratio, ABD, ATD, ce ne sera pas facile que quelqu'un atteigne ce niveau-là. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Théoriquement, c'est possible. OK. Oh, wow. En tout cas, regarde, je pense que tu nous as donné beaucoup d'informations. Même moi, je suis là, je dis wow. Donc, toi qui m'écoutes présentement, tu veux t'acheter ta première propriété, tu veux acheter ta deuxième ou bien bâtir ton parc immobilier, il faut le contacter. C'est un gars génial. Il se connaît vraiment au niveau du crédit. Donc, c'est quoi tes coordonnées si on veut te contacter? Mais c'est facile, on peut m'appeler au 438-368-3617. Ou vous pouvez m'aller chercher sur les réseaux sociaux. Ouais, Facebook. on sait. T'es la nouvelle vedette, monsieur Eliakim Volsi. C'est pas encore une vedette, mon cher. C'est pas encore une vedette. Facebook, je suis beaucoup plus actif. Là, je commence à développer les autres plateformes, mais c'est vraiment... Mais est-ce que tu as pu constater avec tes nouvelles vidéos, tu as eu plus de clients? Mais oui, ça donne beaucoup plus. Ça donne même des clients qui étaient under l'eau, là, qui avaient disparu. Et qui me retournent là, ils disent, ah, Eliakim, j'ai vu ta vidéo, j'aimerais recommencer. Tu comprends? Souvent, les clients, il y a des clients, ils vont t'appeler aujourd'hui, après ça, tu les entends plus jamais. Ils te ghostent. Mais après ça, il y en a qui vont retourner, qui vont voir ta vidéo, juste à cause de ça, ils vont retourner. Mais comme je le dis, mon but, c'est vraiment d'éduquer les gens. J'aimerais que tout le monde comprenne comment ça fonctionne, l'hypothèque. Parce que moi, je pense que c'est une manière d'apporter de la valeur à la société. Comme ça, écoute, si toi, tu connais l'immobilier, tu donnes beaucoup de conseils, l'autre, il connaît l'hypothèque, l'autre, il connaît ça, l'autre, il connaît ça. On apporte notre valeur à notre façon à la société. C'est vraiment ça le but. Merci beaucoup, Eliakim. Donc, on va te suivre. Moi, personnellement, je vais te suivre. Je suis un gars qui est très curieux. Je regarde qu'est-ce que les autres font exactement. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Maradona. Merci de l'invitation et ça a été un plaisir d'être avec toi.